Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce séminaire dans un contexte particulier, bien évidemment, et de m'avoir donc permis d'échanger avec vous autour des initiatives et des réflexions de Solvay dans le domaine de l'utilisation du CO2, et également de les situer dans un contexte plus large dans l'environnement international. Je vous propose une intervention en 4 parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter la nouvelle ambition Solvay dans le domaine du développement durable, Solvay One Planet. Ensuite, je vous propose de réfléchir ensemble sur la stratégie d'utilisation du CO2. Pourquoi utiliser le CO2? En troisième point, je vous proposerai un focus particulier sur l'utilisation de l'hydrogène décarboné dans la valorisation du CO2. Et enfin, je terminerai par un bilan et l'évocation de quelques enjeux, notamment sur le plan économique et environnemental. Solvay One Planet, donc Solvay a annoncé en début d'année, il y a quelques mois, sa nouvelle ambition dans le domaine du développement durable. Nouvelle ambition qui se décline par un certain nombre d'indicateurs et d'objectifs quantifiés à l'horizon 2030. Ces objectifs, vous les avez sous les yeux, ils sont au nombre de 10. Je ne vais pas les détailler dans leur ensemble aujourd'hui. Ils concernent évidemment l'impact climatique, la préservation des ressources et également le bien-être au travail. Et je voudrais aujourd'hui faire un focus bien évidemment sur les enjeux climatiques. Donc l'ambition affichée au niveau du climat, elle est double. La première, c'est de réduire à l'horizon 2030 l'émission des gaz à effet de serre de 26% par rapport à la référence 2018. Cet objectif de 26% de réduction correspond en fait à une diminution de l'ordre de 2% par an qui permet de nous aligner sur l'objectif d'une hausse de température inférieure à 2 degrés, donc de nous aligner sur les accords de Paris de 2015. Et le deuxième engagement climatique concerne la sortie du charbon, notre objectif étant d'éliminer toute l'utilisation du charbon pour la production d'énergie, lorsque, évidemment, des solutions renouvelables existent. Alors, bien évidemment, la question de l'utilisation du CO2 et de la contribution de l'utilisation du CO2 à cette ambition 2030 est posée. Et donc, cette utilisation du CO2 correspond pour nous à l'étape ultime dans la décarbonation des procédés, avec un certain nombre de leviers. Aujourd'hui, les émissions de CO2, d'équivalent CO2 aux bornes du groupe se déclinent comme vous le voyez, 2/3 environ liés à la production d'énergie et 1/3 liés aux émissions de procédés. Donc évidemment, face à un enjeu comme celui-là, nous allons d'abord essayer de cueillir les fruits les plus faciles à atteindre et donc nous attaquer en priorité à la consommation énergétique. Donc évidemment, le premier CO2 qu'on peut éviter, c'est celui qu'on n'aimait pas. Donc la première axe, c'est évidemment d'optimiser la consommation énergétique de nos procédés, avec un programme SolWatt qui a été développé depuis plusieurs années, à la fois en interne, mais qui est également proposé en prestation externe. Deuxième axe, c'est d'optimiser le mix énergétique. Nous venons d'évoquer la sortie du charbon. C'est également un objectif de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'électricité photovoltaïque, avec à la fois un certain nombre de partenariats, d'accords de fourniture avec des fermes solaires qui ont été prises ces dernières années. Et également le développement de panneaux photovoltaïques sur certains de nos sites de production. Alors évidemment, ces 2 premiers axes permettent de réduire les émissions liées à la production d'énergie, mais bien évidemment, il sera nécessaire, a fortiori, si
projette sur des ambitions long terme de neutralité carbone, il sera nécessaire également de s'attaquer aux émissions liées au procédé. Et pour ce faire, nous avons un certain nombre d'outils à notre disposition, en particulier tout ce qui concerne l'électrification des procédés. Donc, mettre davantage d'électricité décarbonée dans nos procédés. Et c'est également le traitement des autres gaz à effet de serre, puisque évidemment, au-delà du CO2, on sait qu'un certain nombre de gaz peuvent avoir des impacts climatiques plus importants. Par exemple, le méthane, qui a un impact 28 fois supérieur à celui du CO2, ou un autre exemple qui est le CF4, qui lui a un impact de plus de 6000 fois celui du CO2, et nous avons investi en 2019 dans nos unités de production en Italie pour le traitement des émissions de CF4. Et enfin, donc le quatrième pilier de cette étape de décarbonation de nos procédés est évidemment donc le captage et la réutilisation du CO2. Alors, la question se pose lorsqu'on est face à ce problème, cette opportunité d'utilisation du CO2, de savoir quelle cible nous fixer et quelle cible qui soit alignée avec notre stratégie. Sur le graphe que vous avez sous les yeux, j'ai essayé de représenter qualitativement sur l'axe horizontal l'impact potentiel sur le climat, donc les tonnes de CO2 qui peuvent être récupérées, et sur l'axe vertical l'impact potentiel du coût du CO2 dans le coût du produit, c'est-à-dire quelque part le défi économique d'utilisation du CO2 dans ces différents produits. Et sur ce graphe qualitatif, donc vous voyez en haut à droite, évidemment, tout le domaine des combustibles, les fuels, pour lequel le volume de production et le volume de consommation est évidemment très élevé. Mais par contre, ces produits, ces carburants ont un impact matière première très important. Aujourd'hui, avec un baril de pétrole à 40 $, c'est-à-dire que le pétrole en tant que matière première nous revient à environ 200-250 € par kilo. Il est évident que si on a un CO2 capté à un coût élevé, supérieur à 100-120 € la tonne, eh bien, il est clair qu'il sera difficile d'avoir un positionnement compétitif et que l'utilisation du CO2 va être vraiment un challenge économique très important pour ces produits pétroliers. Entre les deux, on avait ensuite, dans la position intermédiaire, j'ai mis les grands intermédiaires de synthèse, typiquement l'acide formique, le méthanol. Je pourrais également citer les carbonates organiques ou les polycarbonates. Donc des produits qui ont une consommation, une production plus faible, donc un impact en tonnes de CO2 plus réduit, mais avec toujours une cible de compétitivité qui est importante. Si je prends l'exemple du méthanol, aujourd'hui le prix marché du méthanol est également de l'ordre de 250 € la tonne. Donc là également, le coût du CO2 dans la fabrication du méthanol pourrait représenter une part importante. Et tout en bas, vous voyez le domaine des spécialités, donc les polymères, et c'est typiquement le domaine sur lequel Solvay base aujourd'hui sa croissance, où on va avoir là un impact plus faible, parce que là, on va parler de production de quelques dizaines de milliers de tonnes, donc un impact réduit au niveau des émissions. Mais par contre, des produits à plus forte valeur ajoutée qui pourront supporter un surcoût lié à l'utilisation du CO2. Donc, ce graphe vous montre qualitativement un peu la problématique stratégique. Nous avons mené en 2017 une étude stratégique sur l'utilisation du CO2 au niveau du groupe. Et il est ressorti de cette étude notre volonté de nous spécialiser, donc de nous focaliser sur nos domaines d'activité, donc sur les spécialités.
avec une action de veille technologique, et de ne pas nous engager dans un projet de partenariat sur des activités d'intermédiaires ou de carburant qui ne seraient pas directement alignés avec nos axes stratégiques. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de la chimie, je voudrais rappeler que pour utiliser le CO2 comme matière première, comme source de carbone, il faut considérer qu'il est à son plus haut degré d'oxydation et que donc, dans la plupart des cas, pour l'utiliser, il va falloir le réduire et donc apporter de l'énergie pour cette réduction. Tout en haut de cette échelle, on a évidemment une partie des chimies qui ne nécessite pas de réduction, c'est donc la production des carbonates inorganiques ou carbonates organiques qui sont notamment précurseurs des polycarbonates. Aujourd'hui, il faut savoir que, notamment en Chine, il y a un certain nombre d'unités industrielles de production de carbonate organique comme le DMC, le diméthylcarbonate, ou de polycarbonate, utilisant d'ores et déjà du CO2. S'agissant des carbonates inorganiques, je vous donnerai dans quelques instants un exemple interne au sein de Solvay. Lorsqu'on veut réduire un peu donc, le CO2, on va se retrouver sur le monoxyde de carbone ou l'acide formique. Ensuite, une étape de réduction supplémentaire, et on va se retrouver dans le domaine du formaldéhyde et également des matériaux à base de carbone, nanotubes, nanofibres de carbone. Si on poursuit la réduction au-delà, on va se retrouver dans le domaine du méthanol et de l'éthylène, si je prends un exemple en C2. Et enfin, le degré de réduction ultime, c'est la production du méthane, qui est évidemment celle qui va nécessiter le plus d'énergie pour la réduction du CO2. J'évoquais à l'instant le cas des carbonates inorganiques. Alors, le temps imparti ne me permet pas de rentrer dans le détail de la production du bicarbonate de sodium. Je voudrais vous donner un exemple qui est lié au carbonate de barium, puisque Solvay est producteur de carbonate de barium haute pureté, notamment pour les applications électroniques. Et vous voyez ici l'évocation d'une unité de démonstration, une capacité de 7000 tonnes de CO2 qui a été développée en 2012 et 2013 sur la base de la technologie Carbon Clean Solution sur un de nos sites Solvay en Inde, qui a depuis quitté le périmètre du groupe, mais ça vous donne une indication de la possibilité d'utiliser du CO2 pour la synthèse de carbonate inorganique. Ça m'amène également à évoquer avec vous le domaine de la minéralisation du CO2 et je voudrais rapidement évoquer les activités d'une start-up australienne, MCI, Mineral Carbonation International, qui propose d'utiliser des minerais à base de silicate de magnésium pour en faire du carbonate de magnésium et de la silice. Alors, comme je vous le disais, le carbone est dans le CO2 à son état d'oxydation le plus élevé. Il va falloir donc lui fournir de l'énergie pour être réduit. Et cette réduction donc va pouvoir se faire de différentes façons, soit par la photochimie, une réduction photocatalytique, c'est le rêve de la photosynthèse, et c'est dans cette catégorie-là qu'on peut classer également les procédés qui sont développés à base de microalgues. Deuxième possibilité de réduction, c'est évidemment la réduction électrochimique, sous réserve évidemment de disposer d'électricité renouvelable, décarbonée. Et enfin, la troisième possibilité, c'est la réduction chimique, et en particulier la réduction à l'hydrogène, sur laquelle je voudrais faire un focus particulier dans la suite de cet exposé. Donc, utilisation de l'hydrogène décarboné. Vous savez qu'on distingue aujourd'hui dans l'approche hydrogène trois couleurs d'hydrogène. L'hydrogène gris, qui est donc l'hydrogène produit aujourd'hui à partir de méthane, par réformage à la vapeur du méthane, qui est donc associé à une forte production de CO2,
un coût faible et une acceptation sociétale qui va être de plus en plus challengée, liée justement à ces émissions de CO2. L'hydrogène bleu, c'est donc la production d'hydrogène avec, toujours à partir de méthane, mais cette fois-ci avec un captage du CO2, donc pour réduire son empreinte carbone, avec un coût plus élevé, évidemment, et une intensité CO2 beaucoup plus faible et une meilleure acceptation sociétale. Et enfin, aujourd'hui, de très nombreux développements sont sur l'hydrogène vert, donc l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau, avec, encore une fois, de l'énergie, de l'électricité renouvelable, avec dans ce cas une très faible intensité CO2, un coût qui est encore aujourd'hui le point faible et sur lequel de nombreux projets sont lancés actuellement avec un objectif et des perspectives de réduction de coûts très intéressantes. Et là, évidemment, une acceptation sociétale totale s'agissant d'électricité décarbonée. Trois exemples qui vous montrent finalement ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène. Alors le premier, c'est l'acide formique avec une molécule d'hydrogène par molécule de CO2. Ensuite le méthanol avec 3 molécules d'hydrogène par molécule de CO2. Et également le dernier maillon, donc le méthane et le procédé de méthanation, donc avec 4 molécules d'hydrogène par molécule de CO2. Je vais vous parler plus spécifiquement de l'acide formique, qui est un cas intéressant, qui est plutôt dans le domaine des commodités, si je reprends mon graphe de tout à l'heure, puisque c'est quand même un produit qui représente aujourd'hui un marché de 800 000 tonnes par an. Comme c'est le premier maillon dans l'échelle de réduction du CO2, il pourrait être obtenu dans des conditions compétitives, donc à partir de CO2, puisque le besoin en énergie est relativement faible. C'est ce que vous voyez sur le graphe sur votre droite. Et enfin, l'acide formique peut être envisagé comme vecteur énergétique, puisque c'est une façon de stocker, entre guillemets, de l'hydrogène. Hein. Un litre d'acide formique peut contenir plus de 50 grammes d'hydrogène. Et c'est également une potentialité d'utiliser l'acide formique dans les piles à combustible, donc dans les Direct Formic Acid Fuel Cells. Nous avons développé une approche originale avec notre laboratoire E2P2 à Shanghai, réappliquant le procédé Solvay de fabrication d'eau oxygénée, donc avec la boucle anthraquinone. Et en utilisant ce principe de réduction avec une boucle anthraquinone, nous avons montré la possibilité d'obtenir de l'acide formique par réduction du CO2 en utilisant un catalyseur à base de palladium. Et ce procédé a fait l'objet d'une demande de brevet conjointe avec le CNRS, qui est notre partenaire dans le laboratoire E2P2 à Shanghai. Je mentionne également comme alternative des projets assez nombreux dans le domaine de la réduction électrochimique du CO2 en acide formique, notamment c'était un des objectifs du projet VAL CO2 qui a été mené en France, un projet ANR. Les Hollandais de Voltachem, de la plateforme Voltachem, s'intéressent également à cette technologie, tout comme la société Dioxide Materials aux États-Unis. Deuxième exemple, l'utilisation du CO2 pour faire du méthanol. Alors là, il s'agit évidemment d'un double challenge technico-économique, puisque évidemment, il faut disposer de grandes quantités d'hydrogène produit par électrolyse avec de l'électricité décarbonée et un coût acceptable, hein, vu les coûts du méthanol, les prix du méthanol que j'ai annoncé précédemment. Et il faut également développer un procédé de réduction catalytique du CO2 qui soit performant. Ça, c'était un des objectifs du projet ANR Vitesse Carrée qui s'est tenu entre 2012 et 2014, où Solvay était partenaire d'un certain nombre de sociétés et d'acteurs académiques. Et je voudrais également mentionner évidemment la société Carbon Recycling International qui a développé sur la base d'une utilisation d'énergie géothermique en Islande
une unité de démonstration de production de méthanol à partir de CO2, ce méthanol qui est commercialisé aujourd'hui sous la marque Vulcanol. Je voudrais terminer cette intervention par quelques messages clés sur le défi économique et environnemental que représente l'utilisation du CO2, puisqu'en fait, les nouvelles chimies utilisant le CO2 devront rester compétitives par rapport aux chimies basées sur l'utilisation des énergies fossiles, d'où l'impact du coût de captage du CO2. Également, le coût du transport du CO2 va avoir un effet déterminant puisque ce coût ne supporte pas des transports sur de longues distances, c'est-à-dire que les solutions de valorisation devront être développées localement. Et enfin, l'impact environnemental doit être considéré dans sa globalité, puisque la seule utilisation du CO2 ne signifie pas pour autant que le procédé est vertueux d'un point de vue climatique, puisqu'il faut évidemment intégrer les dimensions énergétiques et l'ensemble des impacts environnementaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je souhaite remercier également David Savary et Renate Chevalier-Nord qui m'ont aidé à préparer cette intervention et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.